Eckhart, peut-être que vous pouvez prendre la suite. Oui, très bien, merci beaucoup. Non, mais merci encore pour ce débat vraiment extrêmement intéressant et stimulant. Moi, je voulais insister sur un point maintenant dans la deuxième partie. Je reviens peut-être sur les questions de réglementation, mais je pense qu'il y a un point qui me paraît très important, surtout en sortant maintenant de cette pandémie actuellement, c'est que on a une chance inouïe d'utiliser ces nouvelles technologies de manière positive. Hein, genre pour un peu commencer aussi rebondir à ce que disait Guillaume tout à l'heure, je pense qu'on a l'occasion maintenant que l'État, avec tous ces investissements d'infrastructures, aux États-Unis c'est immense ce qu'ils sont en train de dépenser, et puis en Europe ça va venir aussi, utiliser justement tout cet argent public pour établir des standards et pour utiliser les appels d'offres justement pour promouvoir des nouveaux standards en matière de l'intelligence artificielle. Et un élément ou comment dire, un dossier qui me paraît qui me tient particulièrement à cœur, c'est toute la question de l'orientation professionnelle. Je pense qu'aujourd'hui on a une chance inouïe d'utiliser justement ces nouvelles technologies pour améliorer l'orientation professionnelle, pas seulement des jeunes, mais aussi des moins jeunes, des gens qui peut-être veulent se retrouver avec une deuxième carrière dans leur vie ou qui sont obligés pour des raisons de rupture du marché de travail, et qu'aujourd'hui on leur propose pas vraiment des outils qui utilisent un peu cette intelligence, que ça soit artificielle, mais aussi intelligence humaine, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de vraiment mobiliser toute cette intelligence économique qui est disponible. Et je pense que là, on est en train de développer des outils. J'ai un exemple que nous avons présenté récemment dans le cadre d'une conférence que j'ai organisée à Genève. C'était avec Nesta, une institution anglaise qui justement essaie d'utiliser ces nouvelles technologies pour mieux anticiper les changements professionnels que les gens peuvent avoir à partir de leurs compétences actuelles. Et je pense que utiliser ce genre d'outils pour vraiment comment dire, mieux gérer le marché de travail et utiliser l'argent public pour établir certains standards en cette manière-là, ça me paraît primordial. Et ça répond aussi d'une certaine manière au point qu'avait soulevé Anna tout à l'heure en disant que mais qu'est-ce qu'on fait avec les PME quoi. Mais justement ces PME-là, ils vont plus être obligés d'utiliser ou de dépenser énormément d'argent pour utiliser ces outils-là, et peuvent plus facilement utiliser les outils proposés par des pouvoirs publics, notamment l'ANPE ou des Pôle emploi, comment ça s'appelle maintenant, pour justement mieux trouver les personnes qui sont aptes à remplir les rôles qu'ils cherchent, et peut-être aussi permettre à leurs employés de se réorienter et de se refaire une nouvelle peau sur le marché du travail. Je pense que c'est vraiment un point qui me tient à cœur, et on sous-estime un peu l'utilisation de ces nouvelles technologies en cette matière-là. Le deuxième point, c'est sur des questions de réglementation. Alors d'abord, je voulais faire un peu la pub pour les travaux de mes collègues. On a un rapport sur c'est un code de conduite sur la protection des données des employés qui date de 1997. Établi par le BIT, par des collègues, dans longtemps avant qu'on parle d'IA, et qui est toujours d'actualité. Et je pense que vraiment, je vais mettre les liens dans le chat tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui peut nous guider un peu sur des questions, sur des axes importants à regarder. Et notamment sur la cybersécurité. Je pense que ça aussi, c'est un risque qui est un peu enfin, les experts le connaissent, mais un peu dans le débat public, on sous-estime un peu. Et encore une fois, notamment les PME sont souvent les premières victimes de l'attaque cyberterroriste. Et je pense que ça, vraiment, essayer de mettre un peu plus d'accent sur des protections et d'augmenter un peu comment dire, la reconnaissance de ce risque-là, et c'est important pour quand justement on n'utilise pas tout azimut les données disponibles. Hein. Et le dernier point que je voudrais évoquer, c'est sur des questions des nouveaux droits pour les employés. Je pense que alors d'abord encore une fois peut-être un peu la pub pour les travaux de mes collègues. Le BIT a sorti au début de l'année un gros rapport sur le travail sur les plateformes. Je pense que vous trouverez vraiment tout un éventail de réponses à des questions qui étaient évoquées.
Un des éléments, enfin, je veux dire, d'abord sur certains points clés à mon avis, c'est que d'abord on peut effectivement établir une sécurité sociale qui répond aux besoins des employés de plateforme, qui doit être plus complet, notamment par rapport à la question que les transitions sur le marché de travail dans l'avenir vont être un peu plus complexes. On va pas être dans la même entreprise pendant 20 ans. On va peut-être changer d'entreprise plus fréquemment que dans le passé. Et notamment, on va changer de statut sur le marché de travail plus fréquemment que dans le passé. Et je pense que garantir maintenant une sécurité sociale pour ces gens-là avec ces biographies d'emploi un peu frictionnelles, on va dire, je pense que c'est très important de mettre ça en place. Et il y a des propositions par rapport à ça, quoi. Deuxième question, c'est sur les standards minimums. Il est tout à fait possible d'établir un salaire minimum aussi pour les employés sur ces plateformes-là, quoi. Notamment les plateformes comme Uber ou Deliveroo et autres qui proposent notamment les services uniquement sur un endroit spécifique, hein. Je pense que c'est important quand même qu'on reconnaisse qu'on peut tout à fait établir un salaire minimum horaire au moins pour ces gens-là. Donc je pense que ça c'est pas impossible. Et évidemment, en termes d'application de loi, il faut demander un contrôle strict de l'application dans ces entreprises-là, quoi. Mais je pense qu'un dernier point par rapport à ça qui me paraît très important, c'est aussi on sous-estime un peu le manque de concurrence dans ces secteurs-là, que ça soit le travail des plateformes, mais plus généralement l'économie digitale. Il y a une forte concentration qui fait qu'aujourd'hui, déjà au niveau du travail sur les plateformes, mais plus généralement, on a affaire à des monopolistes qui nous imposent d'une certaine manière leur prix, la qualité de leur service, etc. Et je pense que ça, c'est vraiment une question qui, encore une fois, qui est traitée actuellement dans le débat, mais auquel on n'a pas encore trouvé une réponse claire. L'administration Biden aux États-Unis a notamment mis l'accent sur ces questions-là, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de réponse. Et je pense que c'est important d'établir de nouveau une vraie concurrence sur le marché digital. Je pense que ça me paraît important pour qu'on puisse vraiment éviter cette inégalité qui s'est établie sur ces marchés-là. Donc voilà mes commentaires. Merci.